À l'automne 1987, la chaîne d'information locale WSB-TV2 d'Atlanta, en Géorgie, tentait de combler un vide dans sa programmation du dimanche matin. Après quelques sollicitations de commerçants locaux, ils ont décidé d'autoriser le jeune révérend Marley Satch à prendre le bloc d'heures disponible pour en faire un spectacle à thème religieux. Il a été créé le 18 octobre avec un peu de promotion. Le spectacle était un show religieux standard et consistait en un révérend assis sur une simple chaise, lisant des passages de la Bible à la caméra et discutant de leur interprétation et de leur importance pour notre vie quotidienne moderne. L'émission a reçu un nombre raisonnable de téléspectateurs et a continué à être diffusée début décembre. C'est alors que le studio a commencé à recevoir des plaintes extrêmement étranges de la part de téléspectateurs de Word of Light with the Reverend Marley Satch, les mots de lumière avec le révérend Marley Satch. Les appels provenaient de femmes, et de femmes uniquement, qui faisaient vaguement référence à des sentiments inconfortables qu'elles avaient ressentis à des intervalles très précis au cours du programme. Elles ont décrit des sensations de nausée, des maux de dos, des étourdissements et une vision floue. Ces téléspectatrices, sans raison apparente, étaient convaincues que c'était le visionnage de cette émission qui provoquait ces symptômes. Il a été déterminé plus tard, après 3 semaines de plaintes, que ces sentiments se produisaient à environ 12 minutes d'intervalle au cours du programme. Le petit personnel du studio a vérifié tout le matériel d'enregistrement, audio et vidéo, et n'a rien trouvé de défectueux. Lorsque le révérend a été mis au courant de ces incidents, il a simplement haussé les épaules et a déclaré, de manière énigmatique, que « certains ne peuvent pas supporter la voix de Dieu ». Le chef du studio, incapable d'expliquer la cause de ces plaintes, décida de continuer à exécuter le programme. En février, l'audience avait fortement chuté et il a été décidé de mettre fin à l'émission. Le chef de studio s'est dit qu'il serait plus prudent de passer le plus de temps possible sur l'actualité qui avait fait le buzz sur les 2 autres réseaux d'information locaux, l'épidémie de fausses couches. En effet, à partir de novembre, le nombre de femmes enceintes en bonne santé faisant une fausse couche dans la région avait dépassé 300 cas. Le centre de contrôle de maladies n'a pu trouver aucune cause discernable à cet événement terrifiant. Le révérend a pris l'annulation de l'émission avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une indifférence totale et abjecte. Lorsqu'il fut informé, il ne fit aucune protestation, se contentant d'acquiescer, presque en connaissance de cause. Il quitta le studio après que le dernier épisode ait été filmé, sans un mot, et il disparut de la surface de la Terre. Personne n'a plus jamais entendu parler de lui, ni son ancienne congrégation, ni aucun membre de l'Église. Le studio a continué, remplissant l'espace libre avec un publi-reportage, et a continué à se concentrer sur l'histoire de la fausse couche. 1 an et demi plus tard, un stagiaire des studios WSB découvrait les bandes de mots de lumière et a commencé à les parcourir dans le but de trouver des images d'archives pour une pièce à venir que la station faisait sur l'impact que la religion avait sur le monde. L'incident d'Atlanta, c'est le nom donné à l'épidémie de fausses couches connue dans les revues médicales, s'est éteint 3 mois après que le studio ait annulé l'émission du révérend Satch et avait commencé à disparaître des consciences publiques. Alors que le stagiaire parcourait les bandes, il a accidentellement fait une découverte troublante à propos des images. Alors qu'il tentait d'arrêter un enregistrement à 10 minutes et 45 secondes, il a enfoncé par erreur le bouton d'avance rapide. Pendant que les images défilaient, il a tenté de soulever le bouton avec un tournevis. Au moment où il réussit, la bande s'arrêta à 32 minutes et 1 seconde. Le stagiaire est tombé de sa chaise lorsqu'il a regardé ce qui était figé sur l'écran. L'image d'une tête coupée, fortement décomposée, remplissant tout le cadre. Après s'être repris, il a reculé le film de quelques images, puis il l'a avancé et s'est rendu compte que son esprit ne lui jouait pas de tour. Il a commencé à parcourir le reste de l'enregistrement et a rapidement découvert qu'à exactement 12 minutes d'intervalle, l'image apparaissait pendant 1 frame. L'image de la tête coupée. Pensant qu'il s'agissait d'une farce qu'on jouait au Petit Nouveau, il la présenta à l'un des techniciens du film, prêt à en rire.
Le technicien était tout aussi perplexe que lui. Personne n'avait touché aux images depuis l'annulation de l'émission. Après la fermeture du studio pour la nuit, le stagiaire a convaincu le technicien de l'aider à parcourir toutes les bandes de mots de lumière. Ils ont découvert que chaque épisode avait cette même anomalie horrible. Ils ont également réalisé qu'au fur et à mesure que le spectacle progressait, l'image était devenue plus dégoûtante, alors que les asticots commençaient à ronger la chair lâche et que les morceaux de cheveux et de peau semblaient être tombés de façon exponentielle. L'expert technique a clairement indiqué au stagiaire que ce qu'il voyait était techniquement impossible, puisque le film lui-même ne montrait absolument aucun signe d'épissage, et que lui-même avait été présent à chaque tournage de l'émission et ne savait à aucun moment où cette image aurait pu être insérée dans le film. Tout cela avait été présenté au chef de studio, qui, craignant un clash car il avait permis à ça de passer à l'antenne, ordonna la destruction de toutes les bandes. Il dit aux stagiaires et aux techniciens qu'il n'avait aucun intérêt à savoir qui l'avait fait à ce stade, seulement que le plus important maintenant est de couvrir leurs arrières. Il a exigé qu'ils n'en parlent à personne. Le technicien est facilement passé à autre chose, se souvenant de l'incident comme d'une anecdote personnelle sombre et amusante. Mais le stagiaire n'a pas lâché prise. Il a fait des copies d'autant de bandes qu'il a pu avant qu'elles ne soient effacées, et il les a prises à la maison pour voir s'il pouvait y trouver quelque chose qui pourrait indiquer qui a fait cela ou pourquoi il le ferait. Une semaine plus tard, il a tenté de convaincre le technicien de l'aider à nouveau, affirmant qu'il croyait avoir découvert quelque chose d'encore plus troublant que les images elles-mêmes. Lorsque les images individuelles étaient montées ensemble dans l'ordre chronologique, la bouche de la tête semblait bouger comme si elle essayait de former des mots. Le technicien, craignant pour son travail, lui a dit de se débarrasser des copies et de ne plus en parler. Une semaine plus tard, la police a répondu à un appel d'urgence passé par une femme âgée dans l'une des banlieues d'Atlanta au crépuscule. Elle avait entendu des bruits horribles provenant de la maison de son voisin d'à côté où vivait un jeune couple. Elle a dit à l'interlocuteur des urgences que sa voisine était enceinte et qu'elle était terrifiée à l'idée que quelque chose se soit passé. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux 20 minutes plus tard, ils n'ont trouvé aucune lumière allumée aux fenêtres et la porte d'entrée entr'ouverte. Ils entrèrent lentement et se dirigèrent vers le salon. À l'intérieur, ils ont trouvé une jeune femme, morte, le ventre ouvert. L'ouverture était déchiquetée et une traînée de sang menait du corps au canapé à l'autre bout de la pièce. Là était assis son mari, le stagiaire du studio, nu, le cadavre de son enfant à naître à ses pieds, mourant. Dans sa main, il tenait le morceau de métal rouillé qu'il avait utilisé pour éviscérer sa femme enceinte. La télévision était allumée et passait une boucle de 18 secondes d'images silencieuses d'une tête en décomposition prononçant des mots inintelligibles. À ce jour, l'histoire qui traîne au commissariat de police raconte que le stagiaire, alors qu'il l'emmenait, répétait à voix basse encore et encore « La lumière de Dieu les appelle ». Alors, il vaut mieux sortir prendre l'air le dimanche matin et éviter la télé, non ?